Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Bismart for Change pour une nouvelle émission de Safe Parlons Risque, une émission consacrée aux enjeux du risque management, de l'assurance et de la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil financier et assurantiel en plein essor, les captifs de réassurance à la française. Depuis 2 ans et l'adoption du PLF 2023, les entreprises françaises se lancent dans la création de leur propre société de financement du risque, leur propre captive. L'objectif, reprendre le contrôle sur leur gestion de leurs risques, optimiser leurs coûts d'assurance et même générer des revenus financiers. Longtemps réservé aux grands groupes internationaux via le Luxembourg ou les Bermudes, pour ne pas citer les destinations, ce dispositif se démocratise aujourd'hui en France grâce à un cadre devenu de plus en plus attractif, on va en revenir. Mais attention, structurer une captive ne s'improvise pas, il faut qu'on parle de gouvernance, d'articulation avec le groupe, de gestion des sites et bien entendu d'équilibre technique. Les pièges sont nombreux et des questions aussi. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau Fabien Greff. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes directeur ART Captif de Diocesi. Tout à fait. Merci de votre disponibilité ce jour. J'aimerais peut-être commencer un petit peu par un postulat de base et une définition pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la captive à la française chez Diocesi? Oui, tout à fait. Alors, déjà, ma définition de la captive à la française, déjà, il y a la définition de la captive de réassurance au sens large, qui est définie dans différents textes réglementaires européens, notamment Solvency II, mais également les textes sur la réassurance. Et définition qui a été reprise dans le décret que vous avez cité de mémoire du 7 juin 2023, qui précise la captive à la française, en tout cas les spécificités de la captive à la française. Donc une captive, c'est quoi? Une captive, c'est un instrument, c'est un véhicule de réassurance, lorsqu'on parle de captive de réassurance, qui est tel qu'un réassureur professionnel, on va dire, mais qui a la particularité de couvrir uniquement les risques de la maison mère et de ses filiales, donc de la maison mère à laquelle elle appartient. Et uniquement pour des entreprises qui ne sont pas dans le secteur on va dire au sens large, des institutions financières. Donc c'est un véhicule dédié au risk management qui a vocation à couvrir exclusivement les risques du groupe au sens large. Ça, c'est le premier élément. La spécificité de la France, qui a été introduite par le décret qu'on a cité, un peu à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est d'avoir la célèbre provision pour résilience, qui permet en fait d'équilibrer, c'est une provision d'égalisation, donc qui permet d'égaliser les années comptables les unes avec les autres pour solidifier un peu le bilan et le compte de résultat de l'entreprise captive. En ce sens, je m'y attarde, j'évoquais un cadre devenu de plus en plus attractif, vous évoquez la provision pour résilience, c'est ce qui, selon vous, justifie cet engouement aujourd'hui pour la captive en France? Alors, pour revenir un peu en arrière, l'engouement des captives en France est quelque chose d'ancien. La France, c'est un des principaux pays dont les maisons mères ont des captives. Et très longtemps, ces captives étaient dans différents domiciles européens. On parle notamment de l'Irlande et du Luxembourg aussi pour des raisons de langue, de contexte linguistique. Le Luxembourg était très attractif pour les captives françaises. Donc la demande était là. Très clairement, les risk managers, les entreprises françaises aiment les captives, donc ils sont faits des captives, ils sont faits de leur utilisation. Le risk management à la française en France est très, on va dire, sophistiqué et quelque part en avance par rapport à beaucoup de pays. L'AMRA est très organisée, etc. Donc la demande était là. Donc il fallait juste avoir l'offre qui correspond à la demande et la demande d'une réglementation proche de celle du Luxembourg notamment, et c'est quelque chose, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie, c'est quelque chose que j'ai entendu dès 2005, c'est les années 2000. Donc la demande était là, le Covid, plus les conditions de marché, donc le Covid avec les conséquences en termes de résilience des entreprises, en termes de perte d'exploitation non consécutives qui ont pu mettre en difficulté certaines entreprises, conjuguées avec le hard market, ce qu'on appelle hard market, c'est des conditions de marché, l'assurance assez plus dures et qui succédaient à une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on va dire, de soft market, ont fait que tout était là pour structurer un environnement plus stable, plus solide pour les captives, structurer carrément un environnement pour les captives à la française, notamment avec la provision pour résilience, qui est le facteur clé, pour revenir à votre première question, j'ai fait une petite digression, qui est le facteur clé pour attirer les captives
en France, les captifs de maison mère française en France, puisque jusqu'à présent, c'est ce qu'elle cherchait, notamment au Luxembourg. Bah justement, parlons-en peut-être de ces expériences étrangères. Vous évoquez effectivement le cadre linguistique. On sait que le projet de loi Finance 2023 a aussi assoupli le régime fiscal, et puis on était dans un contexte, bien entendu, de hausse des primes d'assurance, de raréfaction de certaines couvertures. Mais pour en revenir effectivement et élargir la focale ensemble au modèle luxembourgeois, quel enseignement peut tirer aujourd'hui la France, le véhicule français de ces expériences étrangères? Je prends l'exemple du Luxembourg, j'ai parlé des Bermudes en introduction, on peut même parler de la Suisse. Ouais, Comment effectivement le véhicule France peut gagner en maturité eu égard de ces expériences étrangères? Alors, ce que je disais hein, il y a quelques instants, déjà on a pris exemple sur le Luxembourg, hein, très clairement. Alors il ne faut pas le dire trop fort, mais en effet, la provision pour résilience, en tout cas dans la philosophie, ça a été inspiré du Luxembourg, puisque en France on a l'habitude d'aller plutôt au Luxembourg, mais également d'autres pays. Des provisions d'égalisation existent en Suisse, existent également dans les pays nordiques. Donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé au Luxembourg. Premier élément. Deuxièmement, la provision d'égalisation existait déjà pour certains risques de façon générale dans le code des assurances, pour de mémoire tout ce qui est nucléaire, des risques de crédit, etc. On a l'obligation de constituer une provision d'égalisation, puisqu'en fait, ça permet d'égaliser le risque et de le mutualiser sur la durée et pas sur un portefeuille, on va dire, assez diversifié, puisque c'est des risques très spécifiques qui ont une composante systémique, on va dire. Donc on regarde le résultat sur 10 ans et pas sur une année comptable. Donc ça fait du sens. Donc la France était déjà, on va dire, inspirée par d'autres pays, et s'est inspiré par la réglementation qui existait dans d'autres pays, y compris en France, sur certaines typologies de risques. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la gouvernance également, c'est quelque chose dont la France, en tout cas, je suppose, hein, puisque j'étais pas dans les discussions, on va dire, intimes du Trésor, la gouvernance a dû être un point essentiel. Et la France a une religion dans ce domaine-là qui est un peu différente, notamment du Luxembourg, puisqu'au Luxembourg, on passe sur une gouvernance qui est très externalisée, on va dire, en partie, puisqu'in fine, le conseil d'administration prendra de toute façon toutes les décisions, que la gouvernance est structurée également par rapport à Solvency II, la réglementation Solvency II, dans le cadre de son pilier 2, qui structure vraiment la gouvernance, qui tourne autour de dirigeants effectifs et de fonctions clés. Il y a 4 fonctions clés. Donc tout ça, c'est un cadre auquel on ne peut pas déroger. Le Luxembourg, on est plutôt sur une politique où une partie est externalisée vers des spécialistes, alors que la France a plutôt fait le choix d'internaliser toutes les fonctions clés, toutes les responsabilités des dirigeants effectifs qui doivent être confiées à des personnes de l'entreprise, employées par la maison mère ou directement par la captive. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de déléguer, entre guillemets, le travail, parce que c'est quand même un travail d'expert, mais la responsabilité reste au sein de l'entreprise. Et donc là, c'est vraiment une différence avec d'autres domiciles, notamment le Luxembourg. Et c'est, pour avoir eu quelques discussions avec la profession et avec la CPR, c'est des choses auxquelles notre administration tient énormément, d'impliquer l'entreprise dans la structure captive. Dans la structure captive et dans sa gouvernance, ouais. Sans pour autant effectivement considérer comme représentant légal le gestionnaire de captive. Exactement. Tel qu'il existe au Luxembourg. Attardons-nous peut-être justement sur les rouages de cette gouvernance et à quel point justement quels sont les impacts de la création justement d'une captive dans la stratégie, donc d'un point de vue fiscal, d'un point de vue financier également, et comment on articule, on l'évoquait justement, tous ces rouages en interne, la gouvernance de la captive avec celle du groupe, et surtout comment on évite les conflits d'intérêts dans la gestion d'un sinistre intra-groupe. Alors, c'est un très bon point, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Même si la captive fait partie, c'est une entité du groupe, contrairement à d'autres entités, on va dire traditionnelles, on est quand même dans le cadre d'un environnement réglementé par des autorités de contrôle, dont la vocation, c'est quand même de protéger l'assuré. Alors le petit paradoxe ou la petite bizarrerie, c'est que l'assuré, c'est en même temps la maison mère de la structure. Bon. Mais n'empêche que l'objectif de la CPR, c'est de sécuriser la structure de réassurance pour protéger les assurés. Donc ça, c'est le cadre de base pour limiter les conflits d'intérêts. Deuxième élément, on est en réassurance, donc on passe par un fronteur. Donc une entreprise d'assurance qui va prendre la responsabilité vis-à-vis des assurés, donc la maison mère et ses entités. C'est le fronteur qui est responsable du paiement des sinistres
quoi qu'il arrive. Donc il y a un certain nombre de garanties que le fronteur prendra vis-à-vis de la captive, garantie financière avec des collatéraux, et puis aussi un droit de regard au niveau de la gestion notamment des sinistres, puisque c'est un des points essentiels. Donc on ne pourra pas faire n'importe quoi, puisque dans la chaîne de responsabilité, on a le fronteur qui est un assureur professionnel et qui devra, entre guillemets, surveiller également le bon fonctionnement de la gouvernance pas directement, mais indirectement. Le paiement des sinistres, il faudra qu'il donne son accord, l'estimation, l'évaluation des primes, etc. Donc tout ça, ça se fait, on va dire, de concertation avec le réassureur, donc la captive et les fonctions clés qui sont régulées, encore une fois, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et quand même les desiderata du fronteur qui est responsable in fine du bon fonctionnement, on va dire, qui est au cœur du bon fonctionnement entre réassureur et assuré qui est la maison mère. En ce sens, c'est vrai que je m'attarde, vous évoquez la CPR qui surveille de près ces risques de conflit d'intérêts et impose aujourd'hui des garde-fous assez stricts. Vous, dans l'accompagnement que vous êtes en mesure de proposer, comment on garantit en fait l'indépendance des décisions entre ce fronteur, la holding juste derrière, enfin, comment on évite ces overlaps et ces conflits d'intérêts? Au sein de la captive, on a quand même une fonction clé qui est une fonction clé qui s'appelle de conformité, donc qui doit suivre la conformité, donc qui est responsable pour la conformité vis-à-vis des autorités de contrôle. Et on a également une fonction audit qui est là pour auditer les process qui sont mis en place au sein de la captive et avec la conformité, le respect de la réglementation. Ensuite, vous avez une fonction clé, donc c'est pour ça que les fonctions clés sont très importantes, et la responsabilité que prennent les fonctions clés, actuariat, et la fonction clé risque qui est là pour suivre l'évaluation des sinistres, la tarification, et que tout ça se passe sur une base professionnelle, je dirais, comme n'importe quel réassureur professionnel sur le marché. J'aimerais peut-être qu'on réélargisse la focale, peut-être pour conclure ensemble. Fabien, aujourd'hui, plus de 25 captives ont été créées en France depuis 2 ans. On voit que le marché français est quand même à un tournant. Certains prédisent même un doublement de ce nombre d'ici 2027. Vous, de votre point de vue, quelle perspective d'évolution pour les captives de réassurance à moyen, long terme? Quelles évolutions également réglementaires selon vous? Alors sur le développement des captives, du nombre de captives, je pense qu'il y a eu un fort boost, si je puis dire, post-2023, puisqu'on était en attente. Donc beaucoup de captives étaient dans les starting blocks. Beaucoup d'entreprises voulaient mettre en place la captive, hésitaient encore ou attendaient le décret pour mettre en place la captive en France. Donc ça a eu un effet on va dire boost avec une très forte croissance. On note qu'on a un tarissement un petit peu des demandes. Ce qui est normal, puisque on a eu un premier effet boosté sur les deux dernières années. Je pense qu'il y aura toujours une croissance et qu'on va arriver à un doublement. Les 50 captives en France, c'est quelque chose que je pense qu'on va y arriver dans les 5 prochaines années. À un moment donné, il y aura quand même une stabilisation du nombre de captives, puisqu'il faut quand même avoir une certaine taille au niveau de la maison mère pour utiliser la captive pour couvrir ses risques propres. Donc il y aura un tassement qui va mécaniquement se produire, et avec une croissance, on va dire, beaucoup plus marginale d'ici 5 ans. Mais la taille le portefeuille de 50 captives en France, on y arrivera. Donc ça, c'était pour répondre à votre première question sur l'atteignable, sur un peu la taille, l'ordre de grandeur qu'on peut assez rapidement atteindre à moyen terme, donc à un horizon de 5 ans. Après, c'est une opinion personnelle. Et puis ensuite, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place avec les gestionnaires de captives qui sont vitaux pour l'écosystème captive. On ne va pas structurer en interne auprès d'une maison mère toute une équipe pour gérer la captive. On préfère déléguer au niveau de la gestion. C'est la gestion administrative et comptable. Les fonctions clés encore sont au sein de l'entreprise. Donc on aura un écosystème qui va se mettre en place, des actuaires qui sont, je suis actuaire de formation, donc c'est un sujet qui me préoccupe un peu plus, qui seront plus au fait de ce qu'est une captive. La Fédération française des captives d'entreprise s'est également mis en place, et donc fait du très bon travail. La FFCE. La FFCE, tout à fait. Exactement, d'intermédiaire entre les desiderata des entreprises et l'administration. Et l'administration également est sur on va dire une courbe d'apprentissage également, lorsqu'on a l'habitude, puisque contrairement au domicile,
captives qui sont plutôt des petits domiciles. La France est un pays qui, je crois, c'est le 3e pays au monde en termes d'assurance, hein, donc qui a des compagnies, donc on a des compagnies d'assurance, de réassurance, de marché, des mastodons. Hein. On a quand même des leaders mondiaux sur le marché de l'assurance. L'administration française a plutôt l'habitude de traiter ce type d'entreprise. Et donc, assurance et captive, c'est pas tout à fait la même chose en termes de volume et en termes de flexibilité qu'il faut pouvoir apporter. Et donc là aussi, on est sur une courbe d'apprentissage. Et voilà. De quoi nourrir effectivement des échanges pour exactement. Et merci dont la fédération qui est du coup essentielle dans ce rouage. Merci beaucoup Fabien, effectivement, et pour cet hommage rendu aussi à la FFCE et pour ces informations précieuses sur l'avenir radieux de la captive, de ces appareils de financement de risque à la française. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change.